Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, welcome to the graveyard slot. That is how you call the session after lunch. Und das ist der Grund, warum wir an diese Stelle... Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, nous avons posé le sujet qui, finalement, va réveiller tout le monde, parce que c'est un sujet tellement controverse. C'est pour ça qu'on l'a pris. Sujet, titre numéro 6 de la proposition du projet. Il s'agit de la liquidation de micro-entreprises en Allemagne. En Allemagne, on parle d'une entreprise sans praticien de l'insolvabilité. C'est quelque chose qui fait peur, pas seulement dans notre métier. Nous avons un panel très bien composé de personnes de renom. On peut parler pendant des heures par rapport à chaque personne. Je vais les présenter très rapidement et puis je vais introduire un tout petit peu le sujet, comment le procédé selon le projet de directive devrait finalement se faire. Et puis après, on va voir toute une critique catastrophée sur les deux personnes qui sont justement nos deux invités des instances compétentes qui vont essayer de défendre le procédé. Et je suis vraiment très content que vous n'avez rien compris tout de suite, surtout sans casque, vous n'avez rien compris. Alors, de l'ordre alphabétique, nous avons Christophe Pass. Il est mandataire judiciaire et entre 2020 et 2022, il était président du Conseil national des administrateurs judiciaires. Depuis plus de 20 ans, il exerce la profession de mandataire judiciaire. Depuis 2008, il a son propre cabinet à Neuilly-sur-Seine. Il travaille dans les régions parisiennes et en Normandie. Et il a été impliqué dans de nombreuses procédures collectives inconnues, Fago, Brent, Bata, Thomas Cook, et puis Orpea récemment. J'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment c'est très connu. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un influenceur en administrateur. Quand on le cherche, on tombe tout de suite sur des vidéos YouTube où il donne des conférences pour faire la promotion de notre métier. Et je dis que c'est très bien, je le salue. Il a fait ses études de droit à Paris La Défense et depuis plus de 12 ans, il enseigne à cette même université ainsi qu'à la Sorbonne. Alors, je continue par ordre alphabétique. Je prends donc Daniel Brosa. Il n'est pas trop compliqué à prononcer. Il vient de la Rhénanie-Westphalie, du ministère de la Justice. C'est le candidat parfait ici pour participer à notre débat. Quand il était jeune, il était dans un cabinet d'avocats internationaux en tant que, justement, avocat, mais aussi comme administrateur judiciaire fictif, c'est-à-dire comme administrateur de la part de la théorie. Il connaît ce métier. Puis, il est devenu juge dans le domaine. Il connaît aussi ce côté-là de la procédure pour finalement intégrer le ministre de la Justice du pays Rhénanie-Westphalie en Allemagne, où il s'occupe du droit justement de l'insolvabilité. Il faut savoir que la Rhénanie-Westphalie est le pays rapporteur pour cette partie du droit aussi, et ils étaient toujours en avance avec des procédures innovatives. Il publie aussi des textes sur la question, et puis c'est un monsieur très agréable, c'est ce que j'ai pu comprendre dans la préparation. Alors, continuons avec l'alphabet. François Desprats, un autre mandataire judiciaire. Il est à Bourg-en-Bresse, si j'ai bien prononcé, partenaire associé chez Celarl MJ Synergie. En 2012, fondé par lui, si mes souvenirs sont bons, avec 3 partenaires. Lui aussi enseigne à l'université. Il était aussi membre du comité
justement de contrôle d'examen pour l'habilitation de mandataires judiciaires et il est aussi membre de l'Institut français des praticiens des procédures collectives. C'est très intéressant parce que c'est aussi une institution qui a donné son opinion par rapport au projet de directive. Il est vice-président aussi du Conseil national. Il faut aussi le dire, nous avons donc beaucoup de personnes qui sont en haut des différentes structures. Puis, professeur Stefan Madaus, enseignant aux universités, très jeune, belle carrière, qui dans beaucoup de domaines a été impliqué dans la préparation, bien sûr, toujours de ce projet, dans GERL, CERL et I. GERIL, c'est le groupe d'experts de la restructuration de la loi d'insolvabilité. GERIL, c'est Conference of European Restructuring and Insolvency Law. Et puis ELI, c'est l'Institut de droit européen où il a travaillé ensemble avec Bob Wessels. Il fait aussi partie du III, de l'Institut international, où il était même responsable d'un département justement dédié à notre métier. Et il est co-auteur d'un livre où il a parlé ensemble avec Beresta, Mazzoni, Gianni-Serra, etc., Ignacio Terrado. C'est un texte qu'il a écrit ensemble. Ignacio Terrado sont ensemble avec Uncital et les autres. Donc, tout ce qui a été fait en amont, d'un point de vue académique, de tout ce que s'en discute aujourd'hui, c'est sa responsabilité à lui. Puis, au milieu, et je suis très content que la Commission ne nous envoie pas seulement des personnes de renom, mais aussi assez connues. Tayo Shirani, est-ce que je prononce bien? Il est Legal Officer dans la Direction générale depuis 2004. Il fait partie au niveau de la commission de la création de nouveaux droits au début du ministère hongrois. Et entre 2008 et 2013, il était diplômé de la représentation hongroise permanent de l'Union européenne. Et depuis 2013, il est devenu... il a été embauché par la Commission européenne. Il faisait partie des gens qui ont préparé la nouvelle directive de 2019 ainsi que de celle que nous sommes en train d'étudier ici. Et il nous a toujours guidés de manière diplomatique. Il nous a toujours guidés dans les différents entretiens et les différentes négociations. Et il nous a toujours envoyé la veille les premières versions de texte. Alors, première introduction au texte. Par rapport à la proposition, on avait la possibilité de prendre la position et le procédé était très compliqué de télécharger son opinion ou ses remarques. 49 institutions ont donc fait connaître leur point de vue et ça se trouve en ligne d'ailleurs. Si vous regardez dans le détail, les résultats, l'Allemagne était très présente avec 13 prises de position et bien d'autres pays avec un peu moins, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Un certain nombre de pays ont participé. Et si l'on regarde les institutions, on se rend compte qu'un bon nombre d'associations professionnelles ont pris la parole, un certain nombre d'organismes gouvernementaux, un certain nombre même de citoyens européens qui ont répondu de manière assez complexe.
Alors, par rapport au détaillé, on va voir les différentes personnes, les différents groupes. Ce ne sont pas les 49, ce n'est pas la globalisation. Je n'ai pas pu lire ce qui était écrit en finlandais, seulement dans les langues françaises, allemandes et anglaises. Et vous voyez le nombre de pages de ces points de vue et le VID avec 159 est quand même la structure la plus prolifique. Merci beaucoup à nos participants. Mais vous voyez aussi qu'un certain nombre de prises de position ne sont pas vraiment exhaustives. On a peut-être adressé un certain nombre de points où on n'a pas approfondi la cause. J'ai fait un diamètre, une graphique où vous voyez un peu la profondeur d'analyse et de remarques qui a été faite, c'est-à-dire le asset tracing est quelque chose qui est vraiment trouve un accord très grand. Le rouge, c'est le refus plutôt global. Et en jaune, c'est un oui, mais, ou bien un on préfère pas, un certain scepticisme qui prévaut dans ces différents cas. Et vous voyez que les deux grands sujets qui font quand même couler, qui ont fait couler le plus d'encre, c'est pre-pack et puis la liquidation des petites et moyennes entreprises, non, des micro-entreprises, pardon. Vous allez recevoir les diapositives après coup si vous souhaitez. Alors, la prochaine diapositive, elle est en anglais. Je ne vais pas la traduire, mais essayez quand même de la présenter en allemand. Quelles sont les idées de cette procédé pour les petites entreprises? Quelles sont les bases? On souhaite que le procédé soit digitalisé, de sorte que la communication ainsi que l'utilisation de ce qui reste, la mise en place soit plus efficace. On souhaite travailler avec des formulaires standards pour minimiser l'intensité de préoccupation des gens qui réclament quelque chose, ils n'ont qu'à cocher des cases, ainsi que réduire aussi l'intensité de travail pour les gens qui ont affaire à ces documents. De l'autre côté, puis organiser une structure, un procédé plus rapide. Et l'idée, c'est soit on crie, soit on meurt. Si les personnes ne se défendent pas, ils acquiescent en quelque sorte. Alors si par exemple un créancier ne dit rien, il doit accepter ce qu'il fait. Et on part de l'idée aussi que le débiteur lui-même gère l'affaire. Alors un aspect qui dans beaucoup de pays membres n'est pas mis en pratique de cette manière-là, il faut ouvrir tous les procédures d'insolvabilité, même si les avoirs sont trop petits pour financer tout ce procédé. Et les États doivent trouver un financement, doivent assurer le financement en cas de difficulté. Donc, les pays membres doivent payer pour la musique qu'ils n'ont pas eux-mêmes commandée. La liquidation est quelque chose qui est la voie normale, entre guillemets, pas la restructuration. Mais comme ce qu'on a vu chez Prepack, c'est qu'en fin de parcours, la vente de l'entreprise peut se faire soit en tant que grande entreprise ou en pièces détachées. Une chose encore appréciable, en fin de parcours, la personne qui est derrière l'entreprise, la personne qui a possédé l'entreprise, la personne physique doit donc se voir, elle voit que toutes les dettes seront effacées à ce moment-là, ainsi que les autres personnes. La somme de bilan ne doit pas dépasser, ou le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 2 millions, maximum 10 employés. Si la personne est en cessation de paiement, elle peut demander l'insolvabilité.
c'est une définition minima qui est assez facile à comprendre. Voici donc le petit essai d'harmoniser la définition de l'insolvabilité avec un formulaire et des pièces jointes, un formulaire standard. Cette demande est déposée par le débiteur. Normalement, on dirait auprès d'une cour compétente, mais il parle d'une autorité compétente. Il y a Insolvency Service en Grande-Bretagne ou une autre structure comparable qui existe aussi en Suisse. Donc, ce n'est pas forcément un tribunal. Lorsque le dossier est arrivé, reçu, les autorités vont étudier le cas. Est-ce que les documents sont présents? Il y a aussi la possibilité que les créanciers dépose ce dossier. À ce moment-là, le débiteur est passé en auditoire et il pourra dire oui, je voulais déjà faire ça depuis longtemps, ou bien il dit non, j'ai quelque chose contre cette idée-là, ou bien il ne se prononce pas. Après, 15 jours après réception du dossier, la procédure d'insolvabilité doit être ouverte parce que justement, il n'y a plus de seuil par rapport à son financement. Et là, à partir de ce moment-là, un autre problème finalement est très facile à voir. La Cour peut refuser s'occuper de cela si elle n'est pas, si l'entreprise n'est pas une micro-entreprise ou si le tribunal n'est pas responsable de cette demande d'un point de vue géographique ou par rapport au contenu. Alors maintenant, j'ai déjà fait des reproches à Stefan Mados par rapport à ce il aurait trop simplifié la chose. Si, par exemple, un créancier fait la demande, si au bout de 15 jours, la procédure est ouverte, on n'a pas de dossier et le débiteur doit verser toutes les pièces à ce dossier s'il avait lui-même fait la demande. S'il avait lancé la procédure d'insolvabilité. Et je suis sûre que vous seriez tous enthousiastes que chaque débiteur va, dans les 15 jours, produire autant de pièces à conviction, autant de pièces et de documents. Un praticien de l'insolvabilité doit seulement se saisir de l'affaire si c'est soit un créancier qui le fait, soit le débiteur le fait et si aussi les frais de sa mission sont couverts par les avoirs d'un côté ou bien par des avances, un paiement d'avance ou un paiement post-opératoire de la personne qui fait la demande. Je vais vous expliquer le code couleur. Tout ce qui est rouge est lié aux créanciers, en gris foncé, les débiteurs et en vert, les administrateurs, pour que vous compreniez. Si aucun des administrateurs n'est nominé, mandaté, alors on peut tout de même retirer la compétence au débiteur ou la restreindre. En cas de restriction, le tribunal peut introduire une réserve. Le débiteur doit chaque fois s'adresser au tribunal, poser la question « puis-je faire ceci ou cela ?» et le tribunal doit donner son accord. Ou alors un créancier peut être nominé auquel on transférera cette compétence sur le patrimoine du débiteur et qui exercera une fonction d'administrateur. Un modèle qui a déjà échoué à Rome. Donc, c'était la tentative de transférer le patrimoine du débiteur au créancier. Lorsqu'on a trouvé qu'on ne trouvait pas de créancier pour le faire, on a développé un autre système qui permet une liquidation avec un curateur, un administrateur. Mais entre-temps, j'espère qu'on a fait des progrès et les créanciers, avec enthousiasme, prennent la responsabilité pour les employeurs, les impôts et la protection des données, par exemple. Donc, le processus du contrôle, de la vérification de la créance se passe ainsi. La liste
des créances et des dettes et des créanciers sera transmise aux créanciers et ceux-ci ont la possibilité de corriger cette liste ou d'introduire une objection en ayant les 30 jours qui suivent. Lorsqu'ils ne le font pas, alors la liste est en vigueur et on ne doit pas procéder à d'autres contrôles. Lorsqu'il y a des objections, les oppositions, celles-ci seront vérifiées par le tribunal ou si un administrateur est nominé par celui-ci. Alors, le patrimoine, les actifs à évaluer est fixé par le tribunal, ce qui est pertinent lorsque une personne physique est débiteur, parce qu'alors on distingue entre le patrimoine saisissable et non saisissable, et le tribunal donc fixera la part du patrimoine ou l'administrateur s'il est nominé. Et le tribunal décide également de la valorisation régulièrement par enchère électronique, donc via une plateforme telle qu'eBay, sur laquelle on pourra mettre en vente ces objets. Via une telle plateforme, les entreprises, en tant que growing concern, ils peuvent également être donc vendus en tant que part d'entreprise. Donc, les actions révocatoires peuvent être introduites par les créanciers. Lorsqu'un administrateur est nominé, il est compétent pour ces actions. Les créanciers, lorsqu'ils introduisent cette action et collectent de l'argent, doivent inscrire cela auprès du tribunal. Lorsque le tribunal constate que les exigences, les revendications sont très complexes, le tribunal peut transformer la procédure en procédure régulière d'insolvabilité. Mais seulement dans ce cas-là. La procédure se clôture ainsi 2 semaines après la répartition. S'il y a un patrimoine à répartir, la procédure est clôturée. Nous félicitons cela car les administrations fiscales, en règle générale, ont besoin de bien plus que 2 semaines pour nous envoyer le dernier document, titre de rôle. Et il faut également garantir que pour les personnes physiques, il y ait un effacement de la dette qui porte la responsabilité pour ces dettes de l'entreprise. Ceci est également une mission de l'administrateur. Je ne sais pas comment le mécanisme fonctionne, mais je suppose qu'il se présente ainsi. Le débiteur, le D, auprès d'un créancier, donc a une dette envers un créancier, et le créancier peut poser la même créance, revendication auprès de tout autre individu responsable qui ont repris la dette sur eux dans le cadre de la responsabilité. Ce qui arrive assez fréquemment en famille, c'est liable individuals sont peut-être d'autres créanciers qui ne sont pas du tout liés à cette créance-là. Et dans le cadre de cette procédure-ci, il n'y a que ces dettes de ce débiteur qui doivent être gérées et pas celles qui concernent d'autres créanciers. Donc, des problèmes par rapport à l'article 53 du règlement d'insolvabilité européen où tous les administrateurs, dans le cadre d'une procédure où tous les créanciers peuvent donc faire valoir leurs revendications. Maintenant, il faudra, donc ça c'était l'aperçu, maintenant il faut voir comment mettre en pratique. Donc je passe immédiatement à mon panel. Stéphane. Stéphane, j'avais déjà mentionné que beaucoup de ce qui est discuté ici trouve sa source en ta personne, en quelque sorte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous présentes à nouveau quelles sont les idées fondamentales derrière cette philosophie, ainsi que quel est le besoin de tes collègues qui ont développé ce modèle. Quels sont les besoins, les exigences qui ont été intégrées? Dans quelle mesure le projet de la Commission en dévie
donc dévie des idées que vous avez discutées à l'époque. Merci. Donc, j'ai remarqué que parfois, il y a des contenus qui se perdent en traduction. Et si vous permettez, je vais parler l'anglais parce que très souvent, on discute ces sujets en anglais. Et cela permettra aux interprètes de faire une pause. Directly to my French guest because my French is really terrible. I realize that something is lost in translation, so it's better, I guess, to proceed in English. First of all, I think there is a huge campaign underway with the IP-less insolvency proceedings. And the first thing I'd like to highlight and to stress is that the way it's conceived is that if you read Article 39 and you presented it, it means that there is an insolvency practitioner appointed under two conditions, which is someone wants it and there's money for it. So if these two conditions are present, there's an IP. Most of these proceedings, especially when the scope is as large as it is defined simply by referring to the definition of micro-businesses under pre-existing European law, most of these proceedings will be proceedings with IPs, I would expect, because there's money for them, and the way you described the role of the IP very adamantly and correctly, there's a need for an IP in regular cases. So most of these cases are cases with IPs. That's the first thing. The second thing, and I think especially now talking to associations of insolvency practitioners, the golden key that the Commission handed to you is Article 38, subparagraph 4, which states, as you presented, member states need to ensure that these proceedings are funded. It doesn't say that it only needs to fund the cost of a court. If you can get member states into a funding system for non-asset cases especially, this is the kind of cases we have in mind, or cases with very few assets, if there's a funding regime that would include all costs of proceedings, that would include a funding regime for IPs in cases that would normally see no remuneration for IPs. So the kind of cases that you are asked to do no matter what, for very cheap or no remuneration at all. So I would like you to double think whether this is a stupid idea or whether there is an opportunity here to address, and this is your question, to address where we see a gap in the existing system, which is no asset cases. And coming back from the definition of micro-businesses as we thought of it, it is defined by no asset cases. So I'm sorry, Paul, but not simply by referring to a very strict and abstract size of revenue or employees. So we try to address the treatment of no asset cases, which is in most European member states, not all of them. You mentioned England, for instance. But in most European member states, it means that you even have the scrutiny. So you even have an insolvency practitioner looking at the case, getting no payment for that or very limited payment for that, and then the case is not opened. So you scrutinize, you have an application, you scrutinize, and then you throw it in the bin. That doesn't make much sense. At the same time, if the entrepreneur is not receiving an insolvency proceeding, but is over-indebted, he will need to go to the consumer insolvency framework, and then it's a different game. It's a consumer-oriented game. You have a discharge period that takes 3 years if it's happening at all in the first time, and third chance, fourth chance, not even regulated in the 2019 directive. So if you want to foster entrepreneurship, this is a gap. And you can say everything's fine, but I would disagree. I think there is a gap. And if we're honest, there is a gap. There is a gap for entrepreneurs, and there is a gap for insolvency practitioners because they don't get paid. I was just, and I paraphrase now, I cite a good colleague I had lunch with. He's allowed me to cite him by saying that under his experience,
2% of all cases he does provide for 50% of remuneration. Most of the work is pro bono work, if at all, or near pro bono work. And there is a case to address that. And the golden key, in my eyes, is Article 38.4. Make sure that you get paid by a payment system. And if you look at payment sources, is it state budgets? No, it's not. If we think about the remuneration of an IP in a no asset case, it's not much. It's 5,000 euros, 10,000 euros, 15,000 euros, I don't know. Pick a number. But if you think of remuneration systems for employees, this is one employee more. One leading employee more that you would need to pay from that budget. And I think it's worth paying. Donc, on a demandé une traduction française à partir de l'anglais. Et bien qu'on ne soit pas prévu pour ça, je vais bien vous proposer une traduction si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, on a un administrateur dans le cadre de toute une série de procédures, en particulier les dernières procédures que je viens de citer. Alors la question, d'où ça ne vient pas de moi. Même si j'ai fait partie de ce groupe. On a examiné cela en profondeur et on a proposé ces solutions. Mais nous ne sommes pas les seuls. On trouve également ces solutions. Et on a eu des discussions très longues avec les institutions parce qu'on ne les contrôle pas du tout. Mais la Banque mondiale a déclaré son accord en 2019. Elle a reconfirmé donc, que chaque cadre moderne d'insolvabilité doit prévoir des procédures simplifiées pour des micro-entreprises, ainsi que l'implication optionnelle de praticiens. C'est une option. Et cela inclut également un test d'ouverture simplifié qui est compréhensible. Ça, ce sont des points qui ne viennent pas de la Commission, ni de moi, mais ce sont des aspects qui ont été introduits par les institutions internationales. En 2022, la part 5 du guide législatif pour les micro-entreprises a été introduite. Et le Fonds international monétaire, donc là on ne peut pas le contrôler, a adopté cela. Mais si ça tient à ce cadre, cela prévoit également des procédures simplifiées pour micro-entreprises. Et puis, le modèle de rôle, est-ce que cela va nous amener l'apocalypse? La Grande-Bretagne, l'Irlande, les USA. En 2019, il y a eu une législation de réforme de micro-entreprises pour petites entreprises. Et aux États-Unis, ce sont des entreprises qui ont des revenus jusqu'à 7 millions de dollars. Donc, c'est énorme. Hein. Mais cela n'a pas fait s'effondrer l'économie. Donc, il s'agit de bonnes pratiques. Juridiction est quelque chose qui est recommandé en tant que meilleure pratique dans un cadre d'insolvabilité. Donc, les États européens, s'ils ne l'ont pas, en cas de rating par la Banque mondiale, vont échouer. Deuxième question, que pense-t-on de cette proposition? C'est très simple, c'est un pas dans la bonne direction. Je suis très heureux de voir que la proposition est inclus. Il y a également des plans simplifiés de paiement, non seulement une option de liquidation, comme dans tous les autres cadres de soft law. Donc, à mon avis, ça peut encore être amélioré. Et je voudrais juste souligner que c'est une proposition très ambitieuse, puisque cette proposition vise des normes internationales, globales, pas des normes européennes, vise du point de vue technologique un grand défi pour les tribunaux allemands, à savoir la numérisation, et demande également ou suppose également des progrès techniques dans ces juridictions. Et ça, c'est une des raisons principales pourquoi cela n'a pas fonctionné en Espagne les 6 premiers mois, parce que
on n'y a pas l'infrastructure technologique. Alors, je voudrais juste critiquer, donc, outre les options de plan de paiement, donc ce qui manque par rapport à la définition de 2003 de la micro-entreprise, ce n'est pas idéal. Donc, et ça, il faut également qu'on se penche là-dessus. Merci. Je vous remercie pour cette petite parenthèse publicitaire. Alors, le projet de directive, comme je le perçois, présente un besoin très fort, apparemment qui existerait pour de telles procédures, parce que les débiteurs, aujourd'hui, veulent introduire une procédure souvent, mais ne peuvent pas se la permettre. Tu as mentionné la simplification du Chapter 11 aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de Creditors Committee. Ça, c'est l'aspect le plus cher de cette procédure. Et mon collègue américain m'a dit qu'aujourd'hui, déjà, pour 15 à 20 000 $, on peut initier une telle procédure, mettre en œuvre une telle procédure. Donc, le besoin existe, je suppose, pour des entreprises plus petites de trouver un accès et de pouvoir se permettre la procédure. Mais dans ma pratique, qui correspond au moins à la pratique de Christophe et François quant à la durée, je n'ai jamais vu qu'un débiteur aurait dit « Je voudrais liquider mon entreprise, mais la procédure d'insolvabilité, malheureusement, est trop chère. Et donc, je ne peux pas introduire la demande. » Et je n'ai jamais non plus rencontrer un administrateur, un collègue d'un autre État membre de l'Union européenne qui m'aurait dit « On aimerait avoir une procédure, mais nos débiteurs, pour que les débiteurs puissent liquider leurs entreprises, mais malheureusement, les débiteurs ne peuvent pas se permettre ce luxe. » Donc, ma question est très clairement, où est le besoin du côté entreprise? Moi, du côté des débiteurs, je ne vois pas ce besoin. Et je voudrais poser la question à Christophe, d'ailleurs. Est-ce qu'en France, il y a ce besoin que des débiteurs, est-ce qu'ils ont besoin de cette procédure parce que cette procédure n'existe pas encore? Et que se passe-t-il si en France, un débiteur sans patrimoine, sans actifs, veut introduire une procédure d'insolvabilité? Merci Robert. Je vais répondre à la question et je vais répondre un petit peu aux propos aussi qui ont été donnés avant par notre collègue, avec des propos très libres, puisque vous l'avez bien dit, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du projet, donc on va pouvoir y aller peut-être avec plus de vigueur pour contrer, nous, ce qui nous semble en fait, praticiens français, un grand retour en arrière. Pour répondre à ta question, Robert, il n'y a aucun critère d'actif, de trésorerie pour ouvrir une procédure simplifiée en France. On est, nous, très porteurs, très moteurs des procédures simplifiées. Il y en a beaucoup. Elles sont instituées dans notre pays depuis des années. Elles sont rapides. Elles durent moins de 6 mois. Il n'y a aucun critère de trésorerie utile pour des frais de justice pour ouvrir une procédure d'insolvabilité en France. Aucun. Et je vais donner une statistique. Dans ces périodes de Covid 2020, 2023 malheureusement, qui ont frappé tous nos pays, on a eu beaucoup de petites entreprises en grande difficulté qui n'avaient plus aucun actif et qui sont venues, comme le dit la directive du 20 juin 2019, chercher du rebondir pour les entrepreneurs honnêtes et donc venir suspendre leurs dettes pour essayer de repartir en avant. 80% de ces entreprises qui venaient n'avaient pas un centime. On dit en France que ce sont des dossiers impécunieux, difficilement traduisibles, je le sais. Il n'y a rien, il n'y a pas un actif. Tous ces dossiers ont été traités comme tous les autres dossiers. Et je rajoute un point, et je vais répondre, Robert, sur ta question, que faut-il éventuellement comme argent? Un dossier qui n'a pas d'argent, un dossier qui est dit impécunieux et que nous allons traiter, n'est pas un dossier facile. Une toute petite entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, d'une liquidation judiciaire,
c'est souvent beaucoup plus compliqué qu'une entreprise plus importante qui a un service comptable, un service financier, un service commercial. Le praticien de la solvabilité, quand bien même il n'y a pas d'argent dans le dossier, va, par ce type de procédure, se substituer et faire le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le directeur commercial. Il prend la main. Et c'est quelque chose pour nous qui est très important pour aider ces petites entreprises. Parce que François vous donnera quelques statistiques, mais on l'a redit depuis ce matin, les micro-entreprises, moins de 10 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, en France, on est entre 90 et 95% des entreprises françaises. En procédure collective, entre 80 et 90% des procédures que nous gérons. Et ces toutes petites entreprises, c'est le cœur du métier des praticiens de la solvabilité à la française qui gèrent ce type de dossier-là pour permettre, selon la directive de 2019, aux chefs d'entreprise de rebondir pour peu qu'ils soient honnêtes. Et on va revenir sur ce sujet d'honnêteté parce qu'il faut aussi le contrôler. On va voir que, tu l'as dit Robert, que maintenant le débiteur lui-même se faisait justice. Moi aussi je rêve d'un pays où il n'y a pas de policiers dans la rue parce que chacun sait faire, il n'y a pas besoin de contrôle derrière. Malheureusement le débiteur aussi, il a besoin d'un contrôle et je pense que tout seul, on a un appel d'air à la fraude qui me semble un petit peu inquiétant. Et j'en termine sur le prix de la procédure. En France, quand il n'y a pas d'argent dans un dossier, pour les administrateurs judiciaires, parce que en France, on est toujours un peu compliqué. On a plein de fromages, mais on a 2 praticiens, un administrateur et un mandataire. Quand il n'y a pas d'argent, l'administrateur, c'est 0. Il ne sera pas payé. Pour le mandataire judiciaire, quand il n'y a pas d'argent dans un dossier, il va toucher 1 500 €. D'où viennent ces 1 500 €? Ils proviennent des fonds que nous avons dans une banque d'État qu'on appelle la Caisse des dépôts, d'accord, qui génère des intérêts. Et ces intérêts vont dans les dossiers, mais permettent aussi de payer ces dossiers où il n'y a pas d'argent. Ça représente un effort pour les créanciers, parce que c'est un peu d'argent en moins, d'environ 0,2, 0,3%. C'est vraiment extrêmement faible. Donc, pas de problème pour ouvrir une procédure quand il n'y a pas d'argent. Le coût est très faible et le coût est insensible pour les créanciers. Et on va y revenir, Robert, après. On va, j'espère pouvoir démontrer tout l'intérêt du praticien de la solvabilité, toute cette force qu'il va apporter dans le dossier, aussi bien dans la prévention des fraudes, dans le rebond, dans le traitement des salariés, puisque micro-entreprise, c'est moins de 10 salariés, je le rappelle. Si je peux juste compléter, puisque Christophe a parlé de statistiques, donc j'ai apporté quelques chiffres qui sont issus de notre observatoire économique qui est tenu par le Conseil national. Vous dire qu'en 2022, en France, il y a eu donc environ 40 300 procédures d'insolvabilité. Chez nous, on appelle ça des procédures dites collectives. Et 7 200 procédures de prévention. La procédure de prévention, c'est la conciliation et le mandat ad hoc. Les emplois concernés dans les procédures collectives en 2022, c'est environ 120 000 salariés. Ce qui nous permet d'arriver au curseur justement qui a été fixé par la Commission sur la définition de la micro-entreprise. Ce qui pour nous d'ailleurs, nous qui traitons essentiellement de ces dossiers-là, nous font dire qu'une entreprise de 8, 9 salariés, 10 salariés, ce n'est plus une micro-entreprise. C'est une véritable entreprise, comme on appelle chez nous, une PME, une petite et moyenne entreprise. Voilà. Donc les procédures collectives en 2022, pour les entreprises qui n'ont pas eu de salariés du tout, c'est 24 000 procédures, c'est 61% des procédures totales. Et les entreprises qui ont eu entre 1 et 10 salariés, c'est 33%. Et si on additionne les deux, ça donne donc 94% des procédures collectives ouvertes pour ces entreprises qui sont entre soit 0, soit entre 0 et 1 et 10 salariés. Voilà. Donc c'est effectivement notre travail quotidien d'être au chevet de ces entreprises. Alors si on veut juste faire le parallèle avec les procédures de prévention, puisque on peut aussi se poser la question si ces procédures s'appliquent ou en tout cas sont demandées par les entreprises de petite taille, bah, effectivement, les statistiques le montrent, puisqu'on a sur les 7000 procédures en 2022 qui ont été ouvertes, on a 65% des procédures qui concernent des entreprises de 0 salariés, et 18% de procédures qui ont entre 1 et 10 salariés. Et si on additionne ces deux
ces deux chiffres, ça fait donc 83%. Donc effectivement, la procédure de prévention s'applique aussi à ces dites micro-entreprises. Voilà. Donc je voulais juste faire un parallèle également, Christophe en a parlé, avec le tissu économique français, des entreprises françaises. Et c'est aussi un bon parallèle. On s'aperçoit qu'en France, en 2020, c'est la dernière statistique que j'ai pu avoir, on a recensé 2 800 000 entreprises en France. Et si on additionne donc les deux critères, 0 salarié jusqu'à 10 salariés, on arrive à 92% des entreprises françaises. Donc en effet, ce tissu économique global s'applique aussi, on les retrouve aussi dans nos procédures dites d'insolvabilité en France. Voilà. On dirait que le problème n'existe pas en France alors. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'une nouvelle procédure particulière pour l'Allemagne. À vrai dire, je ne vois pas ce besoin non plus. Car si les frais sont couverts, une procédure est ouverte et les frais, ensuite, ne sont pas si élevés que ça. Donc, comme en France, je pense. Alors, question à Karl. Donc, quels États membres ont vraiment exprimé un besoin de telles procédures? Et si ce besoin existe, est-ce que ce serait adopté sous forme d'une recommandation pour qu'on n'ait pas besoin d'une directive? Okay. Vielen Dank für das Wort. Das ist der Satz, das ich auf Deutsch gesagt habe, und jetzt wechsle ich zu englischer Sprache. And thank you for the floor. And my apologies, but I would like to continue in English. I don't trust neither my German nor my French to explain myself, especially because we are here. I am here next to Stefan to be grilled. We also read the almost 50 contributions, and this is actually that shows that the better regulation principles in the context of the European Commission do work. But this is something which is relatively new, that we invite the wider public to comment on already, not just in the preparation phase of legislative proposals, but also after we present it. And it was a useful exercise and very enriching to us. We are processing still everything. It's not an easy task because there was somebody who sent a commentary with 160 pages, but we are trying to reach the end, read it through. Joke aside, of course, that was very helpful as the majority of the comments. And we now have also the impression that from the stakeholder side, I'm not talking about the member states, that's of course now a different phase in the legislative process and where we consult member states. But also from the stakeholder side, the future, to whom or to the future directive would apply and who have to apply in the future. There is a kind of, how should I grasp it politely, yeah, thank you. That's the right word. Preservation, if not full rejection of the Title VI of the proposal. I think that just to take out the poisonous truth of the thing, and of course nothing to anticipate the future negotiations, how they will develop. I'm not here to express anything officially on behalf of the Commission, of course, but this is an ongoing process. So we proposed, and now it's in the hand of the co-legislators, the European Parliament and the Council. And we think that it will take even more than a year, maybe 2 years, until there will be a adopted instrument of the European law. So there is still time to adapt where necessary. And personally, that's my personal view from the almost 50 replies we received. So there would be
two issues which we would maybe propose, not differently, but in a more clearer way. One element is the scope, and the second element is how far you can and how you can involve the insolvency practitioner in the proceedings. But this is up to the negotiations. I don't want to anticipate anything. Just to mention that we realize that there is these are the two Schwachstellen, as the weak points, as the German says, of this procedure. But just try to rethink, just for yourself, if these 2 points would be settled in a satisfactory way to everyone. Of course, there are several interests too. Would you still have the same reticent or the rejection towards such a proposal? I don't think so, but maybe I am too optimistic on that. Coming to your question, because so far I haven't addressed them. We realized in the preparation that there is a real actual need, legislative gap, if I may say so, to address, and this is for these small family businesses, the small micro, really the small entrepreneurs. Because it's fact, an established fact, if I may so, or we have a lot of evidence for that, thanks to the works also of international organizations and as well as academics, that this is that they struggle when they face with the traditional insolvency proceedings. So that they are not fit to the very small entrepreneurs, family businesses, because of the various recurring causes, but I don't just to name a few. They don't have the expertise or the knowledge to realize their economic and legal status and situation. When they are advised, then it's too late to launch effective proceedings. Proceedings are too costly, so for them, compared that usually they don't have anything, or even not. They are barred to get to an order liquidation proceedings or insolvency proceedings due to legal conditions. Of course, there is this personal sentiment. It's a family business. Then the procrastination is inherent due to this personal attachment to the business. And the situation of creditors, they have just a few creditors who are very passive. They are not interested in resettlement or renegotiations. They are secured, whatever. So these are all established facts. So we saw on this basis a need to provide them something more useful in order to ensure that they can get to a cheap, effective, and expedited procedure to get to the orderly liquidation. That's what I say. So because when we saw what we have, the scarce numbers in the insolvency practitioner impact assessment, we refer to it. When we saw the number, what we have, the annual number of established insolvency proceedings or open insolvency proceedings, and the number of business exits, then there is a huge gap between them. So there are several 100,000 businesses which cease to exist in the economic terms, who we don't see in the insolvency proceedings. And of course there are solvent liquidations, so I don't want to deny that, but certainly there is a substantial number of cases which just fall out from the woodwork, and to whom we might suggest or provide something more useful. But what we want to avoid, and once again, continuing my verbung of the proposal, is just that we have entrepreneurs in the end, or personally liable individuals, former members of unlimited liability companies, who in the end end up with unsolved debts, or even a kind of lifelong slavery. You may say that now we have the 2019 directive, the debt discharge procedure for entrepreneurs introduced, but that's exactly what we see, that maybe not all of them are covered by the transposition laws or this procedure. All of these persons who are stuck with these debts
after an unorderly exit of the business. Plus, if this is just a spontaneous independent proceedings and not connected to the business exit itself, then once again you may miss a lot of situations or cases where the situations remain unsettled. So that is the underlying principle behind our proposal in Title VI, and this is the need we wanted to solve. Okay, thank you. If I hadn't missed something, you didn't mention any particular member state who asked for it, but I take that as an information. Daniel, a question. Oh, sorry, I'm in English. Ich mache jetzt auf Deutsch weiter. Daniel, une question à te poser. Nous avons parlé maintenant un peu de la situation du débiteur. Alors j'aimerais bien connaître la perspective aussi du tribunal, s'il te plaît. La situation actuelle, c'est que ces activités ont en quelque sorte été outsourcées sur les administrateurs judiciaires. Alors si jamais il faut faire une cessation d'entreprise, une liquidation sans praticien, il faut le faire donc sans un spécialiste. Il y a beaucoup de tâches qui vont de nouveau être faites par les tribunaux. Est-ce que les tribunaux sont au courant? Comment est-ce qu'ils voient la chose? Ou est-ce que par contre ce serait attrayant ou bien possible à faire? Ou peut-être le métier justement du juge d'insolvabilité serait plus intéressante. Non, ce n'est pas intéressant du tout pour les tribunaux. Alors, le point de départ, c'est... On a parlé justement de la Banque mondiale qui a ses statistiques et qui apprécie aussi la qualité des différentes législations. Selon la Banque mondiale, notre système est un des meilleurs qui existent à travers le monde. Et là, j'ai dû dire, au moment quand j'ai vu la directive, je me suis dit, si j'ai le choix entre un bon système qui a été mis en valeur par la Banque mondiale et entre un autre système qui ne s'est pas encore établi dans la vie pratique, lequel est-ce que je choisirais pour modèle pour l'Union européenne? Moi, j'aurais fait d'autres choix. Je peux dire que peut-être on a besoin de ce changement. Est-ce que c'est un changement qui est censé? Je dirais non. Parce que si on regarde pourquoi est-ce que nous avons la justice, pourquoi est-ce qu'il y a des procès juridiques, elle doit trouver des solutions et surtout trouver aussi, à côté aussi du fait que certains débiteurs finalement voient leur dette effacée, mais il faut aussi trouver, s'il n'y a rien à aller chercher, on peut trouver sa paix. On peut dire, bon, j'ai perdu ma mise, j'ai eu une perte, mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait par des trucages. Ça a été fait dans la transparence. Et l'autre solution, l'autre possibilité, si nous avons après un procédé sans praticien de l'insolvabilité, c'est juste un transfert de coûts et de tâches. Les coûts et les tâches sont transférés ailleurs. Et si je souhaite garder le même niveau de qualité, quelqu'un doit le faire quand même. Et cela ne va pas devenir meilleur marché. Alors après, je me demande pourquoi est-ce que nous devons tout changer la situation actuelle, qui est quand même une situation qui satisfait beaucoup de parties. Toi, tu voulais encore parler de cela plus tard. La paix juridique est à ce moment-là vraiment mise en question et je ne pense pas que les administrations sont meilleur marché. Peut-être je fais l'économie d'un praticien de l'insolvabilité, mais notre droit est difficile et aucun des débiteurs sait comment se comporter. Il ne connaît pas les différents moyens de se comporter. Il doit aller chercher un praticien, il doit se faire consulter. Donc je vais peut-être faire l'économie d'une rémunération de praticien de l'insolvabilité, mais je vais avoir besoin d'un consultant, d'une consultation. Donc, si je dis les petites entreprises sont peut-être pro bono, je suis sûre que les autres rémunérations vont devenir beaucoup plus chères. Donc, pourquoi casser un système existant
et comment aussi le débiteur doit le faire, pouvoir remplir cette demande. Et je dois quelque part marquer ce que les autres me doivent. Si avec à propos d'une créance, j'ai peut-être trouvé une solution, une issue, on a négocié quelque chose, je dois le noter quelque part, etc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et certainement, les avocats, les juges, les tribunaux vont devenir saisis plus souvent. Il y aura beaucoup plus de questions, il y aura beaucoup plus de questions qui leur sont adressées. Ça va ralentir le système et je ne suis pas sûre si nous soyons mieux quand il s'agit de sauver encore quelque chose du patrimoine, c'est-à-dire si la réalisation de biens est meilleure, si c'est nous qui le faisons. Donc, je ne suis pas tout à fait pour cette clause-là. C'est ce que je souhaitais entendre, pourquoi les gens ont applaudi. Alors, ce sont des tâches qu'il faut, bien sûr, dont il faut s'occuper. Les tribunaux sont déjà très souvent chargés. Et si je fais du outsourcing ou du insourcing, si je dois créer des structures auxquelles on peut faire appel pour le cas où, cela va être coûteux, ça va créer un nouvel appareil à financer. Cela coûtera beaucoup d'argent, certainement à l'État à ce moment-là. Donc, quelqu'un doit payer la musique, ça c'est sûr. Un certain nombre de représentants de créanciers sont aussi ici. Qui est-ce qui représente une union de créanciers ici? Qui d'entre vous voit la nécessité de cette procédure pour votre clientèle, pour la clientèle que vous représentez? Est-ce que vous avez un urgent besoin de ce procédé? Nous avons aussi parmi nous Monsieur Goldberg. Il faut prendre le microphone. Je ne peux pas traduire sans le microphone. Merci beaucoup. Je ne suis pas une représentante d'une union de créanciers, mais des fois, je consulte les créanciers, des fois aussi les caisses assurance maladie. Et en Allemagne, où je vois qu'il y a quand même, matière à améliorer, dans 30% de cas, il y a refus parce que la masse n'est pas suffisamment importante. Le patrimoine n'est pas suffisamment grand. Dans les 2 tiers, ce sont des personnes physiques. Ça veut dire que finalement, là où la procédure serait couronnée de succès, c'est peut-être 10%. Et là, il y a peut-être... il faut peut-être y réfléchir si on va peut-être pas faire unir l'insolvabilité d'une entreprise avec une personne, avec l'insolvabilité personnelle d'une personne. Si cela devient une procédure, je pense que les quotas dans le domaine de le succès serait plus assuré. Si les personnes ne souhaitent pas que l'insolvabilité soit ouverte, est-ce que la libération de la dette résiduelle n'est pas un octroi? Moi, je suis toujours pour une procédure simplifiée, la digitalisation, rendre plus rapidement ce procédé, réduire les demandes, le dossier simplifié avec moins de papier à produire. Aujourd'hui, nous avons la procédure simplifiée, mais les gens finalement ne s'en tiennent pas. Si on réussit à vraiment mettre en place cette procédure simplifiée avec moins de papier du fisc, etc., cela peut nous aider à avoir des procédures moins longues, moins durables et moins détaillées. Je pense que c'est le cas de beaucoup de pays
Et si dans les autres pays cela existerait, que cette procédure simplifiée est rendue plus rapide, je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas couper la clause dans le projet de directive, mais on peut le définir comme procédure simplifiée. Je pense qu'ils sont bien allés au-delà de ce qui a été demandé. Les coûts vont être transposés à des consultants externes ou aux tribunaux ou qu'en sais-je encore. Mais je vois que les tribunaux aussi sont devenus des unités de service. On n'était pas ce que nous étions à l'époque. On regarde aussi les procédures à partir d'un point de vue du créancier. Et, les créanciers ont un certain nombre de droits que nous faisons valoir. La voiture de leasing, par exemple, les différentes autres clauses par rapport aux droits de bailleur, droits de gage du bailleur. Et comme ce qui a été dit par les Français, il faut prendre le débiteur par la main. Nous ne sommes pas les ennemis, mais nous le guidons à travers la procédure. Et c'est un rôle très important que certainement nous allons aussi pouvoir faire dans les cas les plus petits. Certainement, vous connaissez aussi cette idée-là d'une rémunération minimale qui est en Allemagne à 1 000 €. C'est peut-être plus chez vous, mais même les procédures non ouvertes, nous pouvons les ouvrir de cette manière-là. Et dans ce cas-là, il ne faut pas parler d'une procédure sans praticien de l'insolvabilité, mais d'une procédure qui serait réduite en durée et en complexité. Lundi des roses, c'est-à-dire le lundi gras du carnaval, j'étais à Cologne et je me suis dit, là, tout le monde aime tout le monde en quelque sorte, et j'ai jamais rencontré autant d'amour que lorsqu'on a discuté justement des procédures simplifiées, parce que tout le monde vous aime, tout le monde vous adore. C'est aussi important d'avoir un praticien d'insolvabilité lorsque la petite et moyenne entreprise ou la toute petite, la micro-entreprise rentre en difficulté, parce que les employés aussi ont besoin de justificatifs. Ils ont besoin de leur chôme dû et que quelqu'un lance la procédure officielle. J'ai un projet de 2011 où finalement le patrimoine était de 5 000 €. En Suisse, 4 483 €, c'était les frais, la note du tribunal compétent. Et je pense que chaque praticien de l'insolvabilité aurait facturé beaucoup moins. I want to come back to what we've heard from the French experience and the German experience, and we see there already the European experience, which is that we have a variety of systems. So we have a system where financing is in place, and there might not be a huge, request for additional changes because the system is more or less working, and there's no gap for no asset cases or few asset cases. And then there are systems who achieve the same without an IP. So the Irish system, the English system, not EU anymore, the US system where the US trustee has the key role instead of the judge of handling these kind of administrative functions that are key in every insolvency proceeding. So if you build a European draft instrument, the IP is key in some jurisdictions, it is not key in other jurisdictions. So you try to draft something that is good for everyone, works for everyone. So the IP becomes optional. That's the one thing. And the IP is there if it's useful, and it can be cheaper. Of course, the insolvency service is not cheap either. The Swiss insolvency service is not cheap. So, the question there is an IP too cheap? 1,000, 1,500 euros, in my humble opinion as an academic, I've always thought it's too cheap. And we have a discussion about remuneration already in Germany, because the remuneration system in Germany at least is broke.
for insolvency practitioners. It might be different in France, but it's definitely something that is a problem in Germany, and I know from my Eastern European experiences that it is a problem there as well. So I think to understand where the proposal comes from, it is important, of course, to think about how we experience insolvency practitioners, but we also need to have the European perspective. And then to the judges, even if we stick to, and no one wants to put Germany away from an IP-centered system, we decided 200 years ago, almost 150 years ago, that it's not a court-centered but an IP-centered system. Courts do not have a larger role. They simply have oversight role and approve very key decisions, if, which is obviously only the opening decision and the plan decision, not even a sale. If we want to keep that, and sure you should keep that, then the question is, of course, if there is no IP, IP is optional, so there's the theoretical case that there is a case without an IP, and we do not have courts who are prepared to pick up the tab. How do you close that gap? Who gets to, service the tab that is on the table? And then one option, of course, has always been to appoint an expert, which is what we do in assetless cases in the interim phase. It's perfect German practice. There is a no-asset case, and nonetheless, there is an expert reviewing the case, which is usually someone who is also an IP. So even in these kind of systems, the tab doesn't necessarily land with the courts, but the tab lands with a perfectly capable person to do the job. And then the question is a political question, whether you want to keep it that way, or you want to have, for these kind of cases, a change in system. I do not say that this is the best way to go in Germany, but it might be a good way to go in other jurisdictions which are not Germany. So this is the way the directive proposal is structured. I understand, and we anticipated that the part on the optional IP will be one of the most debated part, and I was very happy to see that you had the courage to nonetheless put it in there. I'm a bit worried now, that you're already signaling that this might be something that you would be willing to give up. I think, again, this is something where we need to think about not optionality, which is global standard, but to ensure financing and to ensure that the option is used when it's needed. And if you say, and in Germany everyone seems to agree, apart from a few, that it's needed in every case, this can be implemented like that, in my eyes. So we should be flexible enough to implement it like that. But in other jurisdictions, where the situation is different, it should be implemented different. So the directive needs to allow for that. Thank you. Thank you. We're running a bit out of time, but the discussion is very good, I think. And our newly arrived visitor, please. Merci. Bonjour à tous. Frédéric Abitbol, président du Conseil national en France, et pardon de mon retard. Je voulais réagir à une observation qui a été faite. La clé de la question, c'est est-ce que c'est une directive d'harmonisation à minima, chacun fait ce qu'il veut avec au minimum quelque chose, ou est-ce que c'est une directive qui interdit, et en l'état c'est comme ça que c'est écrit, c'est une directive qui interdit la mise en place de praticiens sous certaines conditions. Il y a des références qui ont été faites aux recommandations de l'ONU ou de la Banque mondiale. Le Conseil national est représenté à l'ONU, c'est Christophe Thévenot qui participe à ces travaux. Il n'y a pas de recommandation de l'ONU de ce type-là. Et le classement Doing Business, il n'y en a plus pour des raisons qu'on connaît, qui ne sont pas toutes complètement avouables, mais la Banque mondiale elle-même a bien reconnu que son classement n'était pas fiable. Et donc je ne voudrais pas que nos invités quittent cette salle en pensant qu'il y a un débat sur la question. Il n'y a pas de débat, en tout cas pas en France, sur le fait qu'il faut un praticien si les États le souhaitent. Les États qui n'ont pas de règles, pas de solution, qu'on leur mette une procédure minimale, c'est parfait. Qu'on nous interdise à nous de garder ce qui marche, ça ne convient pas. Et donc chez nous, il n'y a pas de débat. Et en l'état de la rédaction, et pardon d'arriver en retard et d'être un peu brutal en même temps, mais en l'état de la rédaction du titre 6, on nous dit quoi au fond? On nous dit le praticien, ça ne sert à rien. Bon, ça ne sert à rien, et donc on nous dit il n'en faut pas. Et donc c'est un renoncement. C'est un renoncement à tout. On ne redresse plus, on n'assume plus, on laisse les petites entreprises dans une zone de non-droit. Et nous, on a des questions très simples. Qui va payer les salariés?
qu'est-ce qu'on fait si le débiteur disparaît, s'il ne veut pas s'occuper de ses affaires? Qui va recouvrer les créances? Qui va tracer les actifs? Ça n'est pas responsable. Et c'est dangereux. Donc on crée, si on maintient cette interdiction comme c'est rédigé aujourd'hui, on va créer de l'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs. On va nuire en réalité aux investissements transfrontaliers, mais on ne va pas les favoriser. Et donc, au fond, la question qu'on s'est posée, nous, en recevant le projet directif, c'est comment est-il possible qu'on ait eu cette idée? Pourquoi? D'où ça vient? Parce qu'il faut qu'on s'interroge quand même. Si c'est quand même la Commission européenne qui met cette idée sur la table. Donc, il doit y avoir des raisons. Nous, notre réponse, et ça fera peut-être le lien avec la table ronde d'après, c'est, je crois qu'on n'a pas réglé la question du sens. À quoi ça sert ce qu'on fait? À quoi on sert tous? Et probablement que c'est ça l'un des sujets des prochaines directives, en tout cas des besoins d'harmonisation pour l'avenir. Mais c'est le sujet notamment de la prochaine table ronde. Thank you for all the comments, for the possibility. Sorry for disrupting the flow of the questions. Just quickly, not just to this, just I already tried to indicate that this is an ongoing process, but because it's a recurring question, so we did not get away fully with the insolvency practitioners. So I wouldn't say that this is a model which is without IP. That there are conditions. But it's true that on that basis, one might get the impression that the default would be without IP. But still, there is possibility as soon as the estate can pay for it, or somebody can pay for it, but we can clarify and open up this in the process, of course. It's a discussion. In order to ensure that also asset-less cases, asset-less or low-value cases are dealt with, then we might involve the expertise of the insolvency practitioner. And just to make it clear that, of course, but that was intentionally, your remark was, I think, intentionally formulated. So, but of course, nobody thinks that the IPs are unnecessary in an insolvency proceeding. So that was not at all. So we are fully appreciate the involvement. Where we come from when we realize the cost issues for insolvency proceedings, especially for low value cases or for SMEs, then we realize that a huge proportion, a substantial element of the costs, administrative costs and fees, are composed of the costs of the involvement of the expert. And that was why, okay, then the next logical step for us seemed to be, okay, let's create that something where we can eliminate this cost factor, and in order to ensure that the procedure will remain cheap and expedient. But once again, we also suggested, and this is the way I think we should go, that whenever these costs, and what we were not maybe so aware that in several member states, your professional associations or the members of your professional associations, not in the majority, but we now have feedback from several, also from France, Finland, Ireland. I just heard there is something similar, although not in general in Germany, that there are flat rates. And there are also insolvency practitioners who are willing to work for such flat rates. I mean, relatively sorry? I may summarize, Ivo, because they don't understand you well. That problem, which is also the case for the Swiss Konkursamt, they administer the case, but they don't go into it. So they don't really pursue any claims or anything. We had a Hallo, Elisabeth Heringer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Ich wollte mich auch noch mal... Bonjour, je représente l'artisanat allemand et je voulais
parce qu'on a demandé qui représente les petits. Nous, on représente plus d'1 million d'entreprises artisanales en Allemagne, et la plupart en dessous de 10 employés, donc qui devraient profiter de la proposition. Mais nous voyons cette proposition de manière critique parce que nous sommes convaincus que cette procédure en autogestion n'est pas possible pour nos membres. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il existe une option de travailler quand même avec un praticien, mais là, il faut voir comment on peut avoir accès à cette option en pratique du point de vue des créanciers, parce que d'une part, il y a la perspective du débiteur, mais il y a aussi la perspective du créancier, puisque les entreprises artisanales sont souvent des créanciers. En procédure d'insolvabilité, nous pensons que cette nouvelle procédure va plutôt mener à moins protéger les intérêts des créanciers. Et concernant le transfert des missions vers les tribunaux, et vers les administrations va encore surcharger ceux-ci, qui auront encore moins de temps de gérer ces procédures et qui ne sont pas très bons en valorisation, comme on vient d'entendre. Donc, les intérêts des créanciers seront moins protégés qu'actuellement si on suit cette proposition. Merci. Tout d'abord, Karl-Heinz Götze. Mais juste pour les plateformes de valorisation numérique, quelqu'un doit voir les objets, les photographier, les décrire, les intégrer, etc. Donc voilà. Il existe des choses qu'on ne peut pas simplifier en ligne. Karl-Heinz Götze, je représente l'Association de protection des créanciers en Autriche, KSW. Je vous remercie pour l'invitation. Et je suis contente de pouvoir vous adresser quelques paroles pour l'Autriche. En Autriche, en principe, nous sommes également très critiques, même si nous trouvons qu'il y a des bons éléments. La numérisation, les chemins plus courts, 40% de toutes les insolvabilités en Autriche ne sont pas ouvertes. 30% en Allemagne. Et améliorer ce taux-là, depuis 30 ans, je pense qu'on le dit, ce serait pas mal. Alors, on est critique par rapport au fait que, en une phrase, on confond totalement les responsabilités. Le débiteur qui n'a aucune idée doit faire tout. Cela ne fonctionnera pas. Ça, c'est notre expérience. Voyons vers l'Espagne, à part les problèmes techniques qui existent, qu'on peut résoudre à un moment donné, en Espagne aussi. Je pense que là, on voit très bien que les praticiens ne sont pas nominés parce que les créanciers ne préfinancent pas l'engagement d'un administrateur, d'un praticien. Donc, je crains que si on met en œuvre cette proposition, il n'y aura pas d'engagement de praticien. Alors, une dernière phrase par rapport à ce que vous avez dit. L'Allemagne est un modèle. Moi, je me battrai pour dire que c'est l'Autriche qui est le modèle idéal. Nous avons 25% de part de créanciers en moyenne. Ça n'existe pas ailleurs. Et il n'y a pas d'autres associations qui protègent les intérêts des créanciers. Je viens d'entendre l'artisanat, mais je ne voudrais pas entrer en compétition. Merci. Je pense que les discussions deviennent de plus en plus intéressantes, mais de plus en plus animées aussi. Mais Christophe Bass doit attraper son train. Et Pavel doit peut-être raconter sa blague pendant la pause, je crains. Parce qu'on n'a juste pas le temps. Et maintenant, il faudra donc clôturer cette discussion et continuer à échanger entre vous. Je pense que le signal est clair. On est sceptique par rapport à ce modèle. D'autre part, chez nous, on a bien reçu le signal qu'on ne part pas du point de vue que les praticiens sont tout à fait superflus. Et je pense que le processus législatif à venir, dans le cadre de la directive qui sera retravaillée, le reflètera. Voilà, on a traité d'un tiers des points qu'on avait mis à l'ordre du jour, mais je suis tout de même très heureux de la discussion qu'on vient d'avoir. Je vous remercie.